Bonjour Lucille, Bonjour Sarah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital Rive-de-Seine, à Puteaux. Et dans cette équipe de soins palliatifs, on se déplace à la fois au domicile des patients et également en intra-hospitalier. Ça fait très longtemps que je travaille en soins palliatifs, ça fait quasiment 20 ans. Le temps passe très très vite. Et je suis également très impliquée à la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc j'ai rejoint le conseil d'administration il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et puis je copilote également le groupe Deuil, un groupe de travail de la SFAP. Ok, et comment ça se passe justement? Enfin, ça ressemble à quoi une journée? Parce que en soins palliatifs, quand on est dans une équipe mobile. Je dirais qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Déjà, il y a donc 2 activités assez distinctes au sein de mon équipe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a à la fois des interventions dans des services hospitaliers. Et donc là, on est vraiment là pour accompagner, soutenir, former les professionnels qui s'occupent de patients qui sont dans leur service. Et puis, il y a une autre partie de notre activité qui se déroule au domicile, donc de patients qui relèvent de soins palliatifs et qui sont, en tout cas actuellement, chez eux, à leur domicile. Donc, c'est faire en sorte qu'ils puissent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent et qu'ils le peuvent à leur domicile, malgré la maladie. Mais qui fait appel à vous alors? C'est-à-dire que vous êtes appelé par les équipes soignantes, enfin, par un soignant qu'on aurait besoin, par un oncologue qui vient d'annoncer potentiellement une issue fatale. Enfin, qui vous fait appel à vous en fait? À quel moment vous intervenez? Alors, dans notre activité intra-hospitalière, ce sont les services, les professionnels des services, les médecins, les soignants, qui nous sollicitent, quand ils rencontrent une difficulté, qu'ils ont besoin de conseils, qu'ils ont besoin qu'on puisse rencontrer le patient ou sa famille, voilà. Donc là, c'est directement les professionnels. Et puis, au domicile, c'est aussi donc les services hospitaliers, ça peut être les services de cancérologie, les équipes mobiles, de différents hôpitaux qui sont sur notre territoire d'intervention. Donc, on intervient dans le nord des Hauts-de-Seine. Et puis, ça peut être aussi les familles. Là, de plus en plus, on a des familles qui nous sollicitent pour leurs parents, pour leurs conjoints, pour qu'on puisse venir les aider au domicile. Ok. Et quels sont, en fait, à quel moment, finalement, un soignant peut faire appel à vous? C'est-à-dire, c'est quoi sa difficulté? Alors, c'est souvent quand il y a un symptôme qui n'est pas soulagé, pour lesquels on a du mal à trouver une solution. C'est beaucoup la douleur. Il peut y avoir aussi tout ce qui est angoisse de mort. Quand il y a une situation aussi au domicile un petit peu complexe, c'est-à-dire quand il y a une situation sociale, une grande précarité, quand il y a des jeunes enfants au domicile, quand il y a aussi parfois des difficultés à trouver des intervenants pour venir à la maison. Donc là, on sait bien la difficulté actuelle pour trouver des médecins généralistes. Donc nous on est là, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais on est là pour essayer d'organiser les choses, pour apporter le plus de sécurité possible à la maison autour du patient et de ses proches. Parce que la maison, c'est à la fois un lieu rassurant dans lequel on se sent bien, et en même temps ça peut être un lieu extrêmement angoissant où on se sent loin des médecins, loin des infirmiers, et tout symptôme qui apparaît, toute angoisse qui apparaît peut prendre des proportions extrêmement importantes à domicile. Et souvent il y a un sentiment d'isolement qui est extrêmement important. Alors justement, parce que comment ils vous trouvent? Tu dis que de plus en plus des familles vous contactent. Comment ils vous trouvent et comment ils pensent? Parce que c'est pas forcément très connu finalement, je trouve, la fonction d'équipe de soins palliatifs mobiles. Donc, qu'est-ce qui les met sur votre chemin? Et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est-à-dire, parce que vous êtes combien dans l'équipe? Quelles compétences vous avez pour justement favoriser un bien-être malgré la situation dramatique? Alors, comment les familles nous trouvent? En tapant sur Internet. On est référencé, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il peut y avoir aussi par bouche à oreille, ou alors via leur médecin généraliste, via un infirmier qui travaille en libéral, par exemple, ou des bénévoles. Je sais qu'on a eu une situation comme ça, c'est via la bénévole de notre service. Donc, je travaille dans un hôpital où il y a une unité de soins palliatifs. Et donc, nous, on est l'équipe mobile qui dépend de ce service. Et donc, c'est
c'était via une bénévole qui intervient à l'unité de soins palliatifs et qui a parlé à cette amie qui avait son mari qui était hospitalisé dans un autre service et donc du coup qui a parlé de nous. Donc parfois, moi je suis toujours surprise de la ténacité des proches à pouvoir nous trouver parce qu'ils sont souvent très très démunis. Donc, et c'est vrai que maintenant avec Internet, on arrive à trouver heureusement, pas mal d'informations. Notre équipe, elle est pluridisciplinaire. Donc, il y a des médecins, des infirmiers et donc des psychologues. On a également une secrétaire qui a un rôle extrêmement important, qui est là pour répondre au téléphone. Parce que nous, quand on est soit au domicile, soit dans les services, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et donc, c'est souvent la première personne, finalement, qui reçoit les appels et qui écoute les familles, qui écoute les professionnels qui nous font des signalements. Et souvent, la demande, c'est quand il y a des symptômes, comme je disais tout à l'heure, des symptômes médicaux qui ne sont pas soulagés. Et beaucoup, la douleur. Voilà. Quand il y a aussi des patients qui souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible, malgré la maladie, on sait que la maladie est là. Il y a beaucoup d'incertitudes quant au temps de vie qui reste. Mais malgré tout, il y a encore plein de choses à vivre à la maison et dans les meilleures conditions possibles. Parce que nous, on n'est pas là pour dire c'est la maison à tout prix. On est là aussi pour dire quand il y a des situations qui nous inquiètent. Même si on a un regard très hospitalier. Moi, j'ai travaillé très longtemps en unité de soins palliatifs avant de travailler en équipe mobile. Et on a une vision peut-être un peu idéalisée, ou en tout cas, on a un idéal soignant extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on voudrait un peu que ce soit à la maison comme c'est à l'hôpital. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En tout cas, ça génère beaucoup de frustration et notamment, on a beaucoup de discussions d'équipe autour de ça. Notre idéal en disant, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là 24 heures sur 24. Il faudrait que le patient puisse avoir, bien sûr, zéro douleur, zéro symptôme. Il faudrait que la famille puisse avoir du temps pour souffler, pour aller se balader. Alors qu'en fait, on sait très bien que dans la réalité, c'est pas toujours possible et qu'il y a certains patients, certaines familles qui bricolent des choses qui tiennent bon, qui sont parfois vacillantes, mais néanmoins qui marchent bien. Je me souviens d'une situation comme ça, alors je sais pas si c'était par quel biais ils étaient arrivés jusqu'à nous, mais en tout cas, c'était des enfants qui s'occupaient de leur maman très âgée à la maison. Et en fait, quand mes collègues, moi j'y étais pas, mais mes collègues nous ont rapporté comment ça s'était passé à la maison, en fait, les enfants se relayaient. Ils avaient réussi à trouver une infirmière libérale qui était extrêmement dévouée. Les libéraux, je pense beaucoup aux infirmiers libéraux, ils ne comptent pas leur temps. Ils s'investissent énormément auprès des patients, pas que, il y a aussi les médecins, bien sûr. En tout cas, ils avaient réussi à créer beaucoup de sécurité autour de leur maman, alors qu'ils en doutaient beaucoup. Ils nous disaient, nous, on a besoin d'avoir votre regard, rassurez-nous, dites-nous ce qu'il faudrait qu'on fasse mieux, dites-nous ce qu'on fait mal, dites-nous ce à quoi on n'aurait pas pensé. Alors qu'en fait, nous, on a juste été là à dire, vous faites super bien, pour l'instant, votre maman, elle est bien, elle a besoin de rien de plus à la maison aujourd'hui. Donc, on est parfois aussi là-dedans pour faire de la réassurance, que ce soit auprès des patients, des familles, mais aussi des professionnels, parce que parfois, ça se passe aussi très bien. Elle avait quoi, cette maman, justement qui... Elle avait une pathologie cancéreuse. Et puis, probablement des troubles cognitifs aussi. C'était une personne très âgée. Okay. Et puis, elle a pu rester à la maison jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Et justement, est-ce qu'on peut bien mourir chez soi ? C'est quoi les ingrédients qui font qu'on peut rester et finalement mourir chez soi ? Alors déjà, la question, c'est qu'est-ce que c'est bien mourir ? Ouais. Je pense qu'on a tous notre représentation de ce que c'est que bien mourir. Alors peut-être en règle générale, mourir le mieux possible, c'est-à-dire pas avoir trop de symptômes, c'est-à-dire se sentir en sécurité à la maison, c'est-à-dire sentir qu'on ne pèse pas trop sur ses proches. C'est une préoccupation qui revient très souvent chez les patients. Je ne veux pas que mon conjoint, je ne veux pas que mes enfants s'empêchent de vivre pour que moi je puisse rester à la maison le plus longtemps possible. Je ne veux pas peser sur eux. Donc à partir du moment où on arrive à trouver un juste équilibre qui est parfois très fragile, très précaire, finalement c'est ça, mourir le mieux possible à la maison. Et comme je disais aussi tout à l'heure, l'objectif c'est pas de mourir à la maison, c'est
de rester le plus longtemps possible. Et sachant qu'on a parfois des patients qui nous sont adressés parce que le souhait, c'est de rester à la maison jusqu'au décès et qu'en fait, au moment où ça arrive, c'est pas possible parce qu'il y a trop de symptômes à contrôler, parce que le proche aidant craque, parce qu'il y a trop d'angoisse. À ce moment-là, on peut organiser une hospitalisation en unité de soins palliatifs ou ailleurs, mais en règle générale en unité de soins palliatifs. Et puis parfois, on a aussi des patients qu'on rencontre. Leur souhait, c'est surtout pas de mourir à la maison parce qu'il y a trop de peur, trop d'inquiétude. Et puis finalement, les choses arrivent à se poser à la maison et voilà, le patient, la personne décède à la maison. Donc voilà, je dirais que il faut faire les choses pas à pas, voilà, au rythme du patient. Et pour nous, la première rencontre à la maison est extrêmement importante. C'est là où on fait connaissance. C'est là où on écoute le patient aussi dans ce qu'il a à nous raconter. Souvent, il y a un long parcours médical derrière lui. On prend aussi du temps avec les proches. Parce que souvent les proches nous disent non, mais c'est lui, c'est mon conjoint, c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est lui qui compte. Alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses, surtout à la maison, qui reposent sur le proche accompagnant. Donc voilà, on essaye d'écouter les uns et les autres. Et puis après, il y a des réévaluations qui sont régulières. Voilà, quand le patient et sa famille n'ont pas besoin de nous, on peut y aller une fois, et puis après on fait des réévaluations téléphoniques. Et puis quand il y a un événement aigu qui arrive, quand il y a une inquiétude qui arrive, quand il y a des questionnements autour de la suite de la prise en charge médicale, à ce moment-là, on reprend contact avec eux et on se revoit. Et qui est votre partenaire? Alors, c'est le médecin traitant? Alors, ça dépend des situations, mais le médecin traitant, on essaye toujours de l'avoir comme partenaire parce que ça reste le médecin généraliste. Parfois, c'est un médecin que les patients et les proches connaissent depuis des années, donc ils connaissent parfaitement leurs patients. Et puis, parfois, il y a pas toujours de médecin généraliste ou alors il se sent un peu peut-être dépassé par la situation. Mais en tout cas, voilà, je sais que mes collègues médecins, pour eux, c'est extrêmement important de faire du lien avec les médecins généralistes. Donc, il y a les médecins généralistes, il y a tous les libéraux, en fait. Il y a les infirmiers, les kinés, voilà, qui sont aussi très, très présents et très investis. Il y a les associations d'auxiliaires de vie aussi, qui, c'est pareil, sont un peu délaissées, je trouve, alors qu'elles ont une place, les auxiliaires de vie, extrêmement importante, parce qu'elles ne sont pas considérées comme des professionnels de santé, et parfois elles sont presque à une place de proche. Donc, et en même temps, elles ne sont pas considérées comme de la famille. Donc, vraiment, pour nous, c'est très important de pouvoir les soutenir aussi, ces auxiliaires de vie. Et puis après, il y a toutes les HAD aussi, donc les hospitalisations à domicile. Donc, ce sont des équipes qui sont plus étoffées lorsque notamment le patient a besoin d'un accompagnement paramédical et médical plus soutenu. Donc voilà, ça peut aussi être nos partenaires. Et puis tous les partenaires hospitaliers. Voilà, parce que souvent, les patients sont accompagnés, suivis par une équipe hospitalière, un service d'oncologie, de neurologie, un service hospitalier. Alors, il y a 85% des Français qui aimeraient mourir chez eux. C'est ce que les statistiques disent. Justement, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de médecins qui partent à la retraite. Oui. Personnellement, j'ai plus de médecin traitant. Oui. Et je me dis, est-ce que finalement, les nouveaux médecins, ou en tout cas, il y a assez de médecins aujourd'hui pour assurer des suivis, des accompagnements de fin de vie à domicile, sachant que ça prend beaucoup de temps et que c'est des situations anxiogènes et que finalement, c'est pas les situations les plus confortables qui soient. Donc, finalement, je m'interroge sur la situation actuelle, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser déjà à avoir ce souhait? Que ce soit qu'on soit une famille ou qu'on soit justement la personne en fin de vie. S'autoriser à avoir ce souhait, oui. Je pense que c'est extrêmement important. Est-ce qu'il faut s'empêcher une fin de vie, on n'en a qu'une. Donc, est-ce qu'il faut s'empêcher de la vivre comme on a besoin et envie de la vivre parce qu'il y a la réalité actuelle, voilà, du monde de la santé, le monde hospitalier. Enfin, voilà, c'est compliqué partout. À l'hôpital aussi, c'est compliqué. Donc, je trouve qu'on en demande beaucoup aux médecins généralistes qui sont souvent débordés et extrêmement seuls. Donc, déjà, le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec laquelle ils peuvent collaborer, souvent, ça les rassure beaucoup.
Voilà. Et du coup, ça les autorise aussi à pouvoir dire quand c'est trop difficile, ou dire quand ils n'ont pas le temps, nous passer le relais, mais néanmoins quand même pouvoir continuer à être au courant de la prise en charge de leurs patients. Donc c'est être là et en même temps pouvoir passer le relais à une autre équipe qui peut être un peu plus disponible qu'eux. Donc, mais non, je pense qu'il faut continuer à se battre pour que les patients qui le souhaitent puissent mourir à la maison si c'est important pour eux et si c'est possible. Je pense qu'il y a la crainte aussi de se retrouver aux urgences, c'est-à-dire quand on n'anticipe pas. Finalement, est-ce qu'on aura de la place en soins palliatifs? Quelle est la situation à Paris? Parce qu'on sait qu'il y a 21 départements, je pense, qui ne sont pas couverts aujourd'hui en soins palliatifs. Je ne pense pas que je me trompe, c'est bien 21. Ouais. Comment on est à Paris, finalement? Vous êtes combien il y a de centres qui peuvent accueillir des fins de vie avec des équipes spécialisées? Alors, il y en a, des unités de soins palliatifs. Dans les Hauts-de-Seine, il y en a 2. Donc, il y a Puteaux et à Rueil-Malmaison, Notre-Dame-du-Lac. Après, il n'y a pas toujours de la place. Voilà. Tu parlais d'anticipation. Parfois, c'est pas toujours possible d'anticiper. Je pense à des patients, voilà, avec lesquels on n'a pas la possibilité d'aborder cette question de la toute fin de vie, parce qu'on se doit aussi d'aller au rythme du patient. Il y a des patients avec qui c'est rassurant de parler de ce qui va se passer par la suite, de savoir que le jour où ça sera plus possible, ils pourront être orientés vers une unité de soins palliatifs. Voilà, qui est parfaitement adapté à leur situation. Mais pour certains patients, c'est trop angoissant de parler de ça. Donc, on essaye d'avancer pas à pas. Et parfois, il faut aussi qu'on accepte le fait qu'on ne puisse pas tout anticiper. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout anticiper avec le patient que nous, en tant que professionnels, il ne faut pas anticiper à minima les choses. En tout cas, nous, on a donc les patients qui sont suivis au domicile, ils peuvent bénéficier d'une astreinte téléphonique médicale, les week-ends, les nuits, les jours fériés. Et donc, on met dans le dossier du patient, voilà, en tout cas, l'anticipation, l'hospitalisation n'a pas pu être abordée avec ce patient. Néanmoins, voilà, on peut imaginer que ce patient, on peut l'orienter vers une unité de soins palliatifs au moment où ça sera plus possible pour lui de rester à la maison. Donc voilà, donc on essaye parfois, c'est le funambule sur un fil. Donc on essaye de trouver le juste équilibre entre nous, notre devoir de professionnel, d'assurer une sécurité, en tout cas la plus optimale possible à la maison, mais en tenant compte aussi de la réalité subjective de ce que vit le patient. Et donc là, c'est peut-être le rôle du psychologue de l'équipe, justement, parce que je sais que parfois, mes collègues médecins et infirmiers, et à juste titre, sont un peu pris dans un tourbillon comme ça, médicaux, paramédical et médical, en disant, bah voilà, faut anticiper tel soin, il faut mettre en place à la maison des prescriptions anticipées, si jamais, par exemple, il survient une détresse respiratoire, et puis, en même temps, est-ce qu'on peut aller plus vite que le patient, que le rythme du patient? Est-ce qu'on peut aborder avec le patient le fait qu'un jour, peut-être qu'il va avoir une détresse respiratoire et qu'il faudra qu'on mette en place un certain type de traitement? Donc voilà, moi j'essaye de dire attention, pour qui le fait-on? Est-ce que c'est pour nous rassurer nous en tant que professionnels? Est-ce que c'est pour rassurer la famille? Est-ce que c'est pour rassurer le patient? Et tout est entendable. Mais en tout cas, il paraît important parfois de ralentir et de se dire, oula, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on peut aller? Est-ce que ça ne va pas finalement générer plus de violence pour le patient que de bénéfices? Donc voilà, moi je sais qu'en transmission, en staff, parfois je fais oula, doucement. Et justement, comment... est-ce qu'il y a beaucoup de situations de déni en fin de vie, que ce soit de la part de la personne concernée ou de ses proches? C'est-à-dire comment, justement, là, rentrons dans le vif du sujet de ton rôle de psychologue, c'est-à-dire... comment on accompagne quelqu'un s'il n'est pas prêt à entendre, s'il n'a pas envie de parler de son propre départ? Alors, la question du déni, c'est une question extrêmement vaste. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à parler de déni alors que ce n'est pas forcément du déni. Je pense que quand on est confronté à la maladie grave, voilà, quand on vous annonce que vous avez une pathologie cancéreuse, qu'il y a un échappement thérapeutique, voilà, c'est-à-dire qu'on
on n'a pas de moyens aujourd'hui, médicamenteux en tout cas, pour pouvoir contenir ou ralentir l'évolution de la maladie. C'est d'une extrême violence et que le psychisme, il fait ce qu'il peut pour se protéger. Moi, j'aime bien la métaphore de l'airbag. En fait, quand on voit le mur arriver, quand il y a un choc, il y a l'airbag de la voiture qui s'ouvre. Les mécanismes de défense psychique, c'est ça, ce sont des airbags en fait. Et le déni, c'est souvent un mécanisme extrêmement massif et transitoire. C'est quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, quand vous êtes confronté à quelque chose qui vient vous envahir, vous déborder totalement, on est obligé on met à distance pour se protéger. Donc comme c'est extrêmement massif, extrêmement coûteux en termes d'énergie psychique, ça peut pas durer sur du long terme, ça c'est pas possible. Et souvent ce qu'on nomme déni, c'est plus de la dénégation. On voit des patients qui ont intégré une partie de la réalité, mais elle est tellement difficile qu'ils la mettent à distance. Voilà, pour pouvoir continuer à vivre. Voilà. Il peut y avoir, ça aussi, la vie psychique, elle est faite de mouvements. Il peut y avoir à la fois une grande lucidité de la situation et en même temps un besoin, de s'en échapper de cette réalité qui est quand même extrêmement violente. Donc, comment on fait quand on est face à un patient qui a une partie de lui qui sait et qui sent les choses, et une autre partie de lui qui ne veut pas savoir et qui ne peut pas être confronté à cette réalité. Je dirais qu'on avance pas à pas à ses côtés. L'accompagnement, c'est avancer au rythme du patient. C'est pas le tirer vers une direction vers laquelle on imaginerait que ce soit idéal pour lui. C'est vraiment être là pas à pas et faire avec ces mouvements d'ambivalence. Donc parfois, c'est extrêmement déstabilisant parce qu'un patient peut très bien nous dire là, c'est absolument effroyable ce que je vis, je sens que la mort approche. Et l'instant d'après, qui va nous dire la semaine prochaine, j'aimerais bien aller au restaurant ou tiens, il y a l'anniversaire de mon dernier petit-fils le mois prochain, j'aimerais bien lui faire tel ou tel cadeau. Donc voilà, on est pris avec ces mouvements psychiques et il faut faire avec. Il faut faire avec beaucoup d'humilité. Moi, je dis toujours que c'est le patient qui nous guide. C'est lui qui nous montre le chemin. Il faut composer avec les proches quand il y en a, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais comment vous faites justement quand la famille et le patient ne sont pas au même rythme ? Parce que là, c'est un double dialogue, en fait. Il faut composer avec tout le monde. Oui. Parfois, c'est un peu le grand écart. Voilà. Moi, parfois, on a l'impression qu'il y a deux discours qui semblent être dans deux directions très différentes, alors que finalement, il y a beaucoup de protection. Voilà, je pense à ces patients qui disent je veux pas inquiéter ma femme, je veux pas lui faire du mal. Je sais très bien que je vais mourir de ma maladie, mais je veux pouvoir la protéger. Et puis la femme en aparté, on prend un temps avec elle, mais je veux pas que mon mari souffre encore plus de la situation. Je veux pas parler de sa fin de vie. Je veux rien anticiper avec lui parce que je veux pas lui faire du mal. La situation est déjà extrêmement douloureuse. Donc, parfois, l'un et l'autre sait, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer. Donc, c'est pareil, je pense qu'il faut renoncer à notre vision idéalisée en disant qu'il faudrait qu'ils puissent se parler. Parfois, ce n'est pas toujours possible qu'on puisse se rejoindre, mais c'est à accompagner. Donc, qu'il puisse y avoir deux espaces de parole, proposer parfois des temps en commun. Moi, j'ai déjà proposé à des patients et à des conjoints, enfants, qu'on puisse faire un entretien à plusieurs, pour voir qu'est-ce qui peut être mis en mots, à quel moment ils peuvent se rejoindre ou pas. Mais là, encore une fois, chaque situation est extrêmement différente et l'objectif, c'est pas forcément de mettre des mots sur tout, mais c'est vraiment d'avancer pas à pas et de voir ce qui fait le plus de sens et pour le patient et pour ses proches. Et justement, cette fameuse consultation familiale ou en tout cas de couple, en quoi elle peut aider ? C'est-à-dire les fois où tu as pu le faire, pourquoi tu as ressenti que c'était important de le faire et qu'est-ce que ça a pu amener à ceux qui en ont bénéficié ? Quand je sens que, et d'un côté comme de l'autre, il y a des représentations qui peuvent être erronées, en tout cas. Par exemple, cette femme, là j'étais à l'unité de soins palliatifs, j'étais pas en équipe mobile, mais cette femme qui était dans une grande souffrance de pas pouvoir aborder la question des obsèques avec son mari, en disant je veux pas le faire souffrir, je veux pas en rajouter. C'était la femme oui. était mourante ou c'était le mari. C'était le mari.
Le mari que je voyais aussi, qui disait, non, moi, j'aimerais pouvoir aborder certaines choses avec ma femme, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc voilà. Donc à ce moment-là, j'ai proposé, et puis l'un et l'autre s'en est saisi, et puis voilà, amener les choses avec douceur et qu'ils puissent. Et après, je me souviens, je les ai laissés parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, ils ont pu parler des obsèques, mais pas que. Voilà, de plein d'autres choses. Et puis après, je les ai laissés. Voilà, peut-être juste retisser des liens. La maladie vient parfois compliquer les liens parce que voilà, on veut se protéger, on veut. Et puis du coup, on s'éloigne. Voilà, à force de vouloir trop protéger l'autre, peut-être qu'on s'en éloigne. Et alors, dans le Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Ça signifie que si l'état s'aggrave du patient et que la mort se profile, les professionnels sont censés l'informer de sa fin imminente quelque part. Mais je me dis, parfois, la personne n'a pas forcément envie, puis ça serait trop violent que de lui dire. Et puis à quel moment on peut savoir vraiment... À quel moment, finalement, j'essaie de me dire, dans le Code de la santé publique, ça veut dire quoi la fin imminente ? C'est quelques jours, c'est quelques heures ? J'imagine pas quelques heures, mais quelques mois. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Il y a la question de la loi et du droit, et puis après, il y a la réalité. Ouais. Puis je pense beaucoup à mes collègues médecins, les collègues oncologues qui doivent annoncer des nouvelles extrêmement difficiles. Voilà. Donc je pense que c'est facile pour personne. Moi, je pense à ce patient qu'on a rencontré à son domicile, donc atteint d'une pathologie cancéreuse, qui est suivi dans un grand centre de lutte contre le cancer, pour lequel les traitements de chimiothérapie ont été suspendus. Il a une tumeur extrêmement massive qui grossit de plus en plus, et d'ailleurs il le sent, il la sent grossir dans son corps. Je fais ça parce qu'elle est à ce niveau-là, au niveau abdominal. Et puis, il nous a demandé si il serait envisageable de reprendre une chimiothérapie, parce qu'il avait l'impression que depuis qu'elle était suspendue, sa tumeur grossissait de façon régulière et importante. Donc, on a été en lien avec son oncologue, bien sûr, qui nous a confirmé le fait que ce n'était à ce jour plus possible de lui proposer une chimiothérapie parce qu'il y aurait plus d'effets délétères que d'effets positifs attendus. Et donc, on a repris ça avec lui. Et ça a été dur pour lui d'encaisser cette nouvelle. Il avait quel âge ? Il a environ 70 ans, je dirais. Et donc, du coup, on lui a annoncé ça, on lui a proposé qu'il puisse revoir son oncologue, qui se montrait tout à fait disponible pour pouvoir le revoir en consultation. Et ça, c'est important, parce que souvent, les patients ont un sentiment d'abandon quand il n'y a plus le suivi qui est poursuivi, même s'il y a un arrêt des traitements de chimiothérapie. Donc, son oncologue disait, moi, je peux tout à fait le recevoir, il y a une grande confiance entre eux. Et donc, ce patient nous dit « Ah, ok, mais est-ce que vous pensez que dans un an, on pourra en reparler ?» Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment senti qu'il avait entendu, mais qu'il avait besoin quand même d'avoir une part d'espoir. Voilà, une petite fenêtre encore d'espoir qui s'ouvre. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire, en fait, le psychisme humain. Il entend cette mauvaise nouvelle et en même temps, il nous dit, mais est-ce que vous pensez que dans un an, les choses, ou dans 6 mois, enfin en tout cas dans un certain temps, les choses pourraient se rediscuter. Et donc là, nous, on a laissé un peu de vague en disant, ça sera à voir, voilà. On n'allait pas asséner en disant non, bien sûr que non, parce qu'on peut vraiment faire des dégâts psychiques terribles avec des patients qui se retrouvent dans des états de mort psychique parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'il n'y a plus de moteur. Donc voilà, à la fois il a entendu et en même temps il a eu besoin de réouvrir quelque chose et nous on a laissé cette petite fenêtre ouverte. La lumière encore allumée. Oui. Et par rapport à cette notion de timing, comment vous évaluez ce timing, quoi ? C'est à quel moment on dit éventuellement ? Déjà, quand le patient pose la question. Ça arrive souvent ? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. C'est la question de... Quand est-ce que je vais mourir ? Alors, ça arrive, mais ce qui est intéressant, c'est que les patients ne demandent pas toujours à ceux qui ont la réponse. Le nombre de fois où les patients m'ont posé la question à moi, en tant que psychologue, ou posé la question, par exemple, à un bénévole d'accompagnement, quand je travaillais à l'unité de soins palliatifs. Et bizarrement, quand c'est le médecin qui rentre dans la chambre,
la question disparaît. Donc peut-être qu'on s'autorise à poser la question quand on est à peu près sûr de ne pas avoir tout à fait la réponse. Après, il y a parfois certains patients qui ont besoin de savoir. Voilà. Et donc, une des réponses, mes collègues médecins à chaque fois font la réponse suivante. Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien et qu'il n'y a personne qui puisse vraiment dire combien de temps il reste. Donc, il y a de l'incertitude. On sait que la maladie est là. On sait que malheureusement, on ne peut plus rien faire pour l'enlever. Mais néanmoins, il y a de la vie. Et c'est avec cette incertitude qu'on travaille au quotidien. Donc ça laisse le champ des possibles tout à fait ouvert. Voilà, donc il y a des jours où c'est chouette, puis il y a des jours où c'est dur aussi. Hein. Donc voilà, donc on est là aux côtés du patient. J'ai déjà entendu des histoires où on annonçait à la personne, on l'a vu dans les films aussi, hein, mais il vous reste 5 jours à vivre, il vous reste une semaine. Enfin, comment finalement un médecin peut être en capacité d'être aussi précis? Je me suis toujours posé cette question. Je pense que le médecin est un être humain et qu'il est souvent très, très déstabilisé par ces annonces et que lui aussi met en place des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Donc, c'est pas rien quand on a 15 consultations dans la journée et qu'on doit annoncer à plusieurs patients que le traitement échappe, que la maladie continue à évoluer malgré le traitement, qu'on va arrêter. C'est extrêmement violent et les médecins, ils font comme ils peuvent. Après, parfois, il y a aussi ce que le médecin dit et puis ce qu'entend le patient. La semaine dernière, on a rencontré une patiente à son domicile et elle nous a dit, voilà, mon médecin oncologue m'a dit qu'il me restait 3 jours, 3 semaines, 3 mois à vivre. Voilà. Il lui avait donné les 3 éléments. Oui. Donc, elle l'a entendu comme ça. Qu'est-ce qui a été dit ? Ça, personne ne le saura. Mais en tout cas, voilà, c'était des échelles de temps, mais qui veulent tout rien dire. Finalement, une semaine, c'est 7 jours. Un mois, c'est 4 semaines. Enfin, voilà, tout ça, c'est des éléments extrêmement flous. Mais en tout cas, cette patiente, elle est restée sur le 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et on l'a rencontrée, ça faisait plus de 3 semaines. Et maintenant, ça veut dire que la mort peut arriver à tout moment. Donc, c'est une femme extrêmement angoissée, évidemment. Dès qu'il y a le moindre symptôme, elle dit « Est-ce que c'est la mort qui arrive ?» Donc, ça l'a totalement ébranlée. Donc, moi, là, je vais la revoir à son domicile très bientôt, d'ailleurs. Et donc, le travail, c'est de remettre à une juste distance l'idée de sa propre mort. C'est comment remettre un peu de flou par rapport à ça. Nous sommes tous des êtres mortels, mais fort heureusement, on ne pense pas à ça tout le temps, sinon on ne pourrait pas vivre. Et quand on est confronté à la maladie, à sa propre fin de vie, il y a cette réalité crue qui nous revient devant, là. Et donc peut-être qu'il faut réussir avec le patient à la remettre une juste distance pour que la vie puisse continuer à être là jusqu'au bout. Tu disais tout à l'heure que c'était loin d'être facile, ça je veux bien te croire. Comment, justement, toi, à titre personnel, tu fais pour te préserver psychologiquement ? Déjà, pour travailler en soins palliatifs, on travaille en équipe. Et l'équipe, c'est le plus beau des garde-fous, vraiment. Déjà, c'est extrêmement riche. Et puis, on a beaucoup de temps où on peut parler des situations, de ce qui nous questionne, ce qui nous inquiète, au contraire, ce qui nous rend aussi joyeux, parce qu'il y a beaucoup de joie dans l'accompagnement de la fin de vie. Donc, le travail en équipe, c'est ce qui permet de prendre le temps de penser ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. En tout cas, se questionner. Donc ça, c'est extrêmement important et je pense qu'on ne peut pas travailler en soins palliatifs si on ne travaille pas en équipe. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On a un groupe de parole aussi au sein de notre équipe. Donc ça, c'est extrêmement précieux. À quel rythme ? Alors, nous, dans notre équipe, c'est 1 fois par mois. Okay. Voilà. Donc ça peut être plus rapproché dans certains services. En unité de soins palliatifs, par exemple, dans mon service, c'est tous les 15 jours. Et puis, il y a d'autres équipes, malheureusement, qui ne peuvent pas en bénéficier. C'est bien dommage. Et puis après, il y a une supervision aussi personnelle. Donc, le groupe de parole, c'est toi qui l'animes ? Alors non, le groupe de parole, c'est animé par un psychologue, psychanalyste extérieur. Okay. Moi, je fais partie de l'équipe. Donc je veux pas... Tu en bénéficies au même titre que les autres. Exactement, je fais partie de l'équipe. Ouais.
Et puis donc une supervision personnelle. Et puis après, tout le reste, tout ce qui nous anime à l'extérieur. Moi, personnellement, j'adore randonner. Donc ça me fait énormément de bien. Ça permet d'installer du calme à l'intérieur de moi. Voilà. Donc à chacun de trouver ses petits moyens pour se poser. Et est-ce qu'il y a des accompagnements qui t'ont... Enfin, un accompagnement ou des accompagnements qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont à un moment ébranlé au point que ça soit plus compliqué de retourner au travail, des choses qui se sont moins bien passées pour toi? Oh, il y en a certainement beaucoup. Peut-être quand c'est des patients... des patientes de mon âge, forcément, hein, il y a l'identification, il y a tout ça. Quand il y a des jeunes enfants, c'est extrêmement touchant aussi. Voilà, accompagner des jeunes enfants qui vont perdre un papa ou une maman, forcément, c'est pas anodin. Là, dernièrement, il y a une patiente qui m'a beaucoup touchée. On est arrivé dans un logement insalubre. J'ai rarement vu ça, avec des moisissures partout sur les murs, avec un syndrome de Diogène, donc des entassements un peu partout, une solitude extrême, et puis cette maladie qui était là, donc voilà, avec beaucoup de sentiments de vouloir faire bien les choses, peut-être réparer les choses. Et donc là, d'où l'importance du travail en équipe. Qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, et qu'est-ce qu'on va lui proposer. Mais voilà, elle m'a extrêmement touchée. Voilà, quand il y a des patients qui sont dans des situations de grande précarité, de grande solitude, en tout cas moi, c'est des situations qui me touchent particulièrement. Ouais. Et il y en a beaucoup. Effectivement, moi, souvent, je donne des conférences sur la préparation de son départ, et dans la salle, en fait, on oublie que tout le monde n'a pas une famille, tout le monde n'a pas d'amis. Et souvent, on dit, mais moi, les gens lèvent la main, ils me disent, mais moi, je suis seule, j'ai personne. Je fais comment pour préparer mon départ? À qui je le dis? Et je trouve effectivement que, enfin, moi, depuis, je fais très attention, je parle plus de livret de famille à tout le monde, parce qu'en fait, il y en a qui n'ont même pas de livret de famille. Et effectivement, je trouve que c'est très dur de se rendre compte à quel point on peut être en situation de mort sociale et avoir personne sur qui compter. La mort, en tout cas, c'est la séparation ultime. Voilà. Et qu'en plus, quand ça vient résonner avec une solitude réelle et une solitude ressentie, moi, je trouve que c'est vraiment des situations qui sont très touchantes. Voilà. Et quel que soit le lieu où on vit, moi, cette patiente dont je parle là, elle vit à Neuilly-sur-Seine. Donc voilà, il y a des situations de grande précarité, même à Neuilly-sur-Seine. Et puis, on a aussi des patients qui vivent dans des très beaux appartements, mais la souffrance, elle est là aussi. Même si on a du monde autour de soi, même si on a les moyens financiers, n'empêche que quand on est confronté à sa finitude, c'est une expérience extrêmement déstabilisante, et c'est ce qui nous renvoie à notre humanité, en fait. Donc voilà, c'est comment rencontrer l'autre dans ce qu'il vit, au-delà de tout. Moi, je sais, quand on rentre à la maison, le domicile, on a plein d'éléments moi, je sais que je regarde beaucoup les photos, je regarde beaucoup ce qui se dégage du domicile. On a beaucoup d'informations, en fait, quand on rentre chez quelqu'un, quelqu'un qui vient nous accueillir avec beaucoup de difficultés, mais qui dit « installez-vous », quel que soit son milieu social. On intervient dans des cités à Nanterre, et on est accueillis avec beaucoup de chaleur. Et parfois, on arrive dans des hôtels particuliers de Neuilly, où là, on voit qu'il y a une autre forme de pauvreté, en fait, une pauvreté du lien social. Voilà, avec parfois des histoires de famille terribles qui flambent un peu avec la fin de vie. Ça fait ressurgir, en tout cas, ça met en lumière parfois des histoires familiales très complexes. Et ça peut remonter parfois sur plusieurs générations. Donc voilà, c'est ça qui est extrêmement riche, finalement, c'est que c'est à chaque fois différent. Et quel que soit le contexte social, quel que soit, c'est avant tout une histoire humaine, en fait. Et quels sont les sujets qui sont les plus souvent évoqués avec toi, en fait? De quoi alors peut-être tu vas me dire ça dépend vraiment des gens et il n'y a pas de points communs, mais on parle beaucoup des 5 regrets des mourants. Enfin, est-ce que c'est des choses que tu observes, en fait, toi aussi, dans ta pratique? Alors, bizarrement, moi, je parle beaucoup de la vie avec les patients. On parle peu de la mort. Alors, bien sûr que ça peut arriver, mais c'est comment vivre ce qui reste à vivre le mieux possible.
Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir transmettre à vos proches? Et puis souvent on parle de l'enfance, on parle des bons moments, on parle de ceux qui sont plus là. Enfin, avec les patients, je parle essentiellement de la vie, en fait. Donc, alors sans être dans le déni de la réalité, où il peut y avoir effectivement des patients qui ont des angoisses de mort absolument massives, évidemment, mais on est dans la pulsion de vie. On est dans la pulsion de vie. Donc, c'est les petits projets. C'est, il fait encore beau. J'aimerais pouvoir aller regarder les feuilles d'automne tomber. J'aimerais pouvoir aller manger le gâteau de ce pâtissier là que j'aime tant. Et même si c'est une bouchée, j'aimerais pouvoir y aller. Voilà, c'est ce genre de choses dont je parle avec les patients. Avec les familles, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a aussi le poids du réel. Voilà. Et quand est-ce qu'il va mourir? Comment ça va se passer? Et si je retrouve mon mari décédé dans notre lit, qu'il faut que j'appelle en fait? Comment ça va se passer là? Qui on appelle d'ailleurs quand on trouve son mari dans son... Alors, quand on est suivi par notre équipe, on peut appeler la strate médicale. Mais si on n'a pas la chance d'être suivi par votre équipe? Il faut appeler le 15. Ok. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un médecin qui vienne constater le décès. Ouais. Et parfois, le problème, c'est qu'on peut attendre plusieurs heures, voire de nombreuses heures, avant qu'il puisse y avoir un médecin qui vienne constater le décès. Oui, il y a une manque, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, les infirmières peuvent déclarer les décès. Oui, mais c'est les infirmières des HAD. Ok. C'est pas les infirmières libérales. Okay. Non. Et quand il y a des jeunes enfants, justement, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, est-ce que tu les inclus? Comment tu les prépares, si tu les prépares? Quels sont les souhaits des familles? Alors oui, bien sûr, il faut les inclure. Après, la première chose à faire, c'est de savoir ce que souhaite le patient et les parents, en fait. Moi, je ne suis pas dans le dogme « il faut que ». Voilà. Moi, je vois comment les choses ont été présentées aux enfants, quels mots ont été utilisés, qu'est-ce qu'en pensent les parents. Est-ce que pour eux, ça leur paraît une bonne chose de parler de la maladie, de la fin de vie ou pas? Alors bien sûr que s'ils me disent « non, je ne veux pas en parler », je vais aller voir pourquoi et comment on peut assouplir un peu les choses. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de soutenir la parentalité, soutenir les parents dans ce moment-là. Si les parents, pour eux, c'est trop violent, trop difficile, on ne va pas rajouter encore une fois de la violence à la situation. Donc je pense à cette jeune femme à domicile qui avait une petite fille de 10 ans. Et moi, je ne l'ai jamais rencontrée, la petite, mais j'ai beaucoup parlé, c'était deux mamans, donc j'ai beaucoup parlé et avec notre patiente et avec son épouse, de comment amener les choses avec cette petite fille, quels mots utiliser. Et puis, en fait, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai soutenu les mamans pour qu'elles puissent préparer les choses autant que possible avec leur fille. Ouais, donc après, derrière, elle-même cheminait avec la petite fille. Oui. Okay. Une autre situation quand j'étais à l'unité de soins palliatifs où là c'était un patient d'une quarantaine d'années avec une tumeur cérébrale et son état s'est dégradé assez rapidement et donc là l'épouse était complètement démunie me disant mais il faut absolument que vous puissiez l'annoncer à mon fils, un petit garçon d'une dizaine d'années aussi, et donc là je l'ai vraiment accompagné pour qu'elle puisse le dire à son fils, lui dire que son papa allait mourir. Ouais. Parce que je me dis, pour un enfant qui me connaissait très peu, qui ait des blouses blanches, qui arrivent et qui assènent des nouvelles aussi difficiles, je trouvais que c'était pas forcément le plus adapté. Après, pour certains parents, c'est impossible de pouvoir mettre des mots dessus. Donc, bien sûr qu'on est là pour les accompagner et pour dire les choses si c'est trop violent. Mais en tout cas, autant que possible, ça me paraît important de pouvoir soutenir les parents pour qu'ils puissent dire les choses à leur façon. Et je me souviens d'une situation aussi encore à l'unité de soins palliatifs où c'était un papa qui ne pouvait pas en parler à son petit garçon. Pour lui, c'était insupportable d'imaginer dire à son petit que sa maman allait mourir. Et c'est pareil, on avait parlé, c'était une dame qui était d'origine portugaise. Après, elle allait être rapatriée au Portugal. Et il voulait absolument pas que son petit garçon assiste aux obsèques de sa maman. Donc j'avais essayé de travailler au mieux, mais ça n'avait pas été possible. Et je lui ai dit, écoutez, vous faites comme vous pouvez.
Donc on trouve d'autres façons de faire, peut-être proposer à votre petit garçon de faire un dessin, et à ce moment-là vous déposerez le dessin dans le cercueil de sa maman. Enfin voilà, trouver d'autres façons de faire. Encore une fois, il n'y a pas de dogme. Voilà, ce qui compte, c'est de pouvoir soutenir les parents là où ils en sont, sans rajouter d'autres violences. Et il y a des familles aussi, tout le monde essaie de se protéger en fait dans un tel moment souvent, et des familles qui vont demander à ce qu'on ne dise pas la vérité aux patients. Comment vous faites pour gérer ces situations ? Est-ce que vous n'êtes pas censé, en tout cas la loi voudrait que vous ne mentiez pas aux patients. Oui. Alors, est-ce que vous êtes quand même amené à le faire par la force des choses, puisque comme tu dis, on essaye de faire au mieux pour ceux qu'on accompagne. Déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, c'est quoi les peurs de ses proches. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent absolument pas qu'on... Alors moi, je pense beaucoup aux situations gériatriques, où justement, c'est les enfants qui veulent protéger leurs parents très âgés, en disant, mais à quoi ça va servir de leur dire qu'il a un cancer métastatique et qu'il va mourir ? À quoi ça va servir ? Donc déjà, essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Voilà, qu'est-ce qu'ils imaginent que ça pourrait provoquer chez leurs parents, enfin chez leurs proches, si jamais leurs proches savent qu'il y a une maladie grave et que, à ce jour, en tout cas, on n'a pas de moyens thérapeutiques pour pouvoir les guérir. Donc voilà, travailler un peu ces représentations-là et en tout cas essayer de faire en sorte que la parole puisse circuler. Voilà. Et puis si le patient nous pose des questions, ça c'est sûr on va lui répondre. Et ça, le dire à la famille, qu'on ne va pas asséner des vérités. Voilà, on n'est pas la vérité à tout prix. Il y a des psychologues pour enfants qui disent, et j'aime bien cette expression, c'est la vérité, oui, mais avec des mots gentils. Donc voilà, prendre le temps, s'asseoir auprès du patient, et essayer d'amener les choses pas à pas. Et si on voit que le patient il veut pas savoir, ou il pose pas de questions, on va pas aller au-devant d'eux. Mais par contre, c'est notre devoir de professionnel, si le patient nous pose la question, de lui répondre. Et de rassurer les proches en disant, mais on sera là, et pour notre patient, pour votre proche, et pour vous aussi. Parce qu'on sait bien que c'est des situations extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses. Est-ce que tu observes des différences culturelles, justement, dans tes accompagnements, du lien, de la relation à la fin de vie, au deuil ? Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager justement ce que ça génère dans tes accompagnements, puisque la vision de la mort est différente Je pense beaucoup aux familles maghrébines, en fait, où c'est vrai que la question de la mort, c'est pas toujours facile à aborder. Je pense qu'il faut faire avec aussi, parce que le patient, il est dans ce milieu culturel, ses proches, ils sont là. Et ce qui compte, c'est de respecter ça aussi, de proposer. Je pense aussi beaucoup les familles africaines, et notamment la question de la mort et des enfants, justement, où c'est très compliqué de parler de la mort pour les enfants en Afrique. Et je me souviens d'une situation comme ça où la famille dit, mais attendez, mais pour nous, c'est pas possible culturellement, on peut pas faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ça ? C'est comme s'il fallait protéger l'enfant. Il y a le monde des vivants, le monde des morts, et qu'il ne faut pas trop que les enfants soient confrontés au monde des morts. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez... de l'ordre de la protection. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, nous, on ne va pas arriver avec nos gros sabots en disant « mais si, c'est comme ça qu'il faut faire ». Encore une fois, on rencontre l'autre là où il en est. On essaye d'amener des informations en disant voilà, mon expérience, moi, de psychologue, c'est que voilà, si on aborde les choses peut-être de telle et telle façon avec l'enfant, si on lui pose la question aussi, si on lui dit est-ce que tu as envie de voir papa ou maman ou grand-père ou grand-mère, est-ce que tu as envie d'aller lui rendre visite dans sa chambre, est-ce que tu as envie de lui faire un dessin, est-ce que tu as des questions, voilà, essayer d'amener un peu des informations et objectives, et puis après, voilà, la famille, ils font bien comme ils peuvent et comme ils veulent. Est-ce qu'il y a d'autres cultures comme ça qui ont pu te marquer par rapport à leur relation Toutes les familles juives aussi. Ouais. On sait qu'il y a un aspect très communautaire et avec beaucoup de rituels, notamment la veillée du défunt. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc
Voilà, c'est pareil, on essaye de rappeler les règles. Voilà, il faut qu'il y ait un service de pompes funèbres qui vienne récupérer votre défunt au bout de tant de temps. Enfin, voilà, on essaye de respecter les rituels qui sont extrêmement importants pour ceux qui restent. La question du deuil aussi, c'est important de se dire qu'on a fait tout ce qui nous semblait être juste de faire. Et en même temps, apporter aussi le cadre, voilà. En France aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc comment on fait avec ces deux réalités-là en fait. Et justement, est-ce que les enfants sont là? Parce que moi, je me souviens qu'on a refusé un peu l'accès de mon enfant pour voir son grand-père. Non, les enfants n'ont pas à être là, les enfants n'ont pas à être là, etc. Est-ce qu'un enfant a le droit de venir à l'hôpital voir un proche en fin de vie hors service de soins palliatifs? Et comment on pourrait faire pour changer ça? Alors, il a le droit, oui. Alors, c'est vrai que les services sont souvent interdits aux enfants de moins de 16 ans. Et pourquoi? Je pense qu'ils ont des microbes? Ouais, ça doit être ça. Oui, ils ont peur de la transmission de microbes ou autres petits virus. Okay. Mais quand même, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, moi, je pense au service de réanimation. Il y a tout un travail d'accueil, justement, des enfants auprès des patients qui sont hospitalisés en réanimation. Les services de cancérologie. Il y a vraiment une attention particulière qui est portée aux enfants. Donc, heureusement, il y a eu beaucoup de progrès. Tout n'est pas parfait, mais quand même, ça va dans le bon sens. Ouais. Ok. Pour leur faire partager ça aussi, ouais. Et est-ce que est-ce qu'on peut, au seuil de la mort, qu'est-ce qui peut nous aider finalement à mourir le plus sereinement possible? Est-ce que au fil du temps, tu as pu, parce que tu dis que ça fait 20 ans donc, que tu accompagnes la fin de vie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les éléments en fait d'une fin de vie apaisée? Est-ce que c'est, par exemple, être forcément entouré ou pas? Est-ce qu'une équipe peut se substituer aux proches? Qu'est-ce que tu as pu observer? Là, ça fait écho à l'idéal, la mort idéale. Je pense qu'on a tous notre représentation de ce qui nous semblerait être la meilleure mort. Pour certains, c'est mourir entouré des siens, c'est que tous les conflits soient apaisés, c'est mourir endormi, c'est mourir... Et pour d'autres, c'est totalement différent. Je pense à ce jeune patient, quand j'étais en unité de soins palliatifs, pour lui, mourir convenablement, c'était mourir assis sur son fauteuil. Voilà, il voulait absolument pas être allongé dans son lit. Alors ça avait été très compliqué pour l'équipe soignante parce que disant mais il serait tellement mieux allongé. Oui, peut-être qu'il aurait moins mal au dos, mais pour lui, être assis, c'est ce qui compte là. Donc, il avait quel âge? Une 30aine d'années. C'était un jeune patient. Et vous l'avez dit assez tôt, je veux mourir assis? Il ne nous l'avait pas dit, ça se sentait. Pour lui, il voulait rester, Et parce que quand il était assis, il voyait les personnes qui rentraient dans la chambre, il pouvait accueillir sa femme et il avait un petit garçon de 2 ans. Donc il voulait pas être dans un lit. Voilà, il voulait pas faire malade, entre guillemets. C'est quand même fou. Et donc voilà, pour lui, mourir le mieux possible, c'était mourir assis dans son lit. Peut-être que mourir le mieux possible, c'est être écouté. Voilà. Être écouté dans ce qui est important pour nous et que c'est différent pour chacun d'entre nous. Voilà. C'est de savoir aussi qu'il va y avoir des personnes qui seront là pour leurs proches. Ça, c'est une grande inquiétude. Alors, je pense à mon conjoint, je pense à mes enfants, je pense à mes parents. Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand je serai plus là? Et de savoir qu'il y a une équipe qui continuera à être disponible pour eux le temps nécessaire. Moi, je sais que dans mon service, que ce soit à l'unité de soins palliatifs ou à l'équipe mobile, on continue à accompagner les proches après. Moi, je fais des suivis de deuil. Et puis, on essaye aussi de les mettre en lien avec... Alors, malheureusement, on recherche une assistante sociale, d'ailleurs, mais c'est tellement précieux, l'accompagnement social. Ouais. C'est pas que la question des démarches, c'est aussi l'accès aux droits, c'est aussi... Et c'est extrêmement important. Donc, savoir qu'il va y avoir des professionnels qui vont être là pour leurs proches, c'est extrêmement apaisant. Donc voilà, être écouté, être accompagné dans notre rythme et savoir que nos proches ne seront pas seuls. Je pense que ça me paraît être essentiel. C'est essentiel. Et tu les accompagnes parfois pendant des années dans leur suivi de deuil ou ta mission s'arrête à un moment
Des années, non, parce que ça serait pas possible. Ouais. Je dirais, alors j'ai la chance d'avoir une grande liberté et ma chef de service me fait extrêmement confiance. Mais je dirais, voilà, à peu près, ça peut être 1 an et demi, 2 ans. J'ai suivi une jeune femme qui avait perdu sa mère à l'unité de soins palliatifs pendant presque 2 ans. Alors, on se voyait pas toutes les semaines, hein, on se voyait tous les 15 jours, puis après tous les mois, et puis après tous les 6 mois, et puis après on s'est vus aux dates anniversaires. Voilà, la date anniversaire du décès, à la fête des mères aussi, parce qu'il y a des dates qui résonnent. Hein. Mais il y a un moment donné où on sent que voilà, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Quand je sens qu'il y a encore besoin, j'oriente vers des collègues, des psychologues libéraux. Voilà. Et puis, on a également monté là, un groupe pour proches endeuillés avec ma collègue qui travaille à l'unité de soins palliatifs. Donc là, c'est du groupe, voilà, c'est l'approche groupale. Et donc, qui apporte plein de choses aussi extrêmement intéressantes. Voilà, ne pas se sentir seul à ressentir tout ce qu'on ressent. Savoir que c'est très souvent ce qui vient chez les personnes endeuillées, c'est mais j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Et puis du coup, j'ose pas dire à mes proches que je ressens parce que je veux pas les inquiéter. Et donc, s'autoriser à dire à l'autre, parce qu'on sait qu'il vit la même chose que soi, ce qu'on ressent réellement, c'est extrêmement porteur. Alors, tu as écrit ce livre, hein, Rester soignant devant la mort. Pourquoi rester parce qu'on peut ne plus se sentir soignant devant la mort ou parce que, justement, ça m'a interpellée ce titre. Ouais. Alors donc c'est un livre que j'ai coécrit avec Stéphanie Traeger, qui est médecin de soins palliatifs, avec qui j'ai travaillé 2 ans à Puteaux et qui est maintenant à Curie. Et donc c'était vraiment en partant de notre expérience d'équipe intra-hospitalière, c'est-à-dire quand on se rendait dans les services, services de médecine, services de gériatrie, cancérologie. Et en fait, on a remarqué que c'était pas si naturel que ça, finalement, la confrontation à la mort, et que pour certains soignants, il y avait eu très peu de formation et que ça restait quelque chose d'extrêmement difficile, en fait, la confrontation à la mort. Et que parfois, il pouvait y avoir des réactions comme de la fuite, ou disant, ce patient, faut pas qu'il meure dans notre service. Et donc, du coup, il y avait une sorte comme ça d'échappement, en tout cas, qui nous a vraiment de malaise et qui demandait à être soutenu. Qui demandait, il faut faire de la formation en fait, hein, ça va pas de soi. Accompagner la fin de vie, ça s'apprend. Donc il faut être formé, il faut être accompagné, soutenu, et pas que dans la formation initiale. Enfin, on voit que les médecins, ils ont très peu d'heures sur toutes leurs années de formation. 3 heures. Très peu d'heures, voilà. C'est complètement fou. Les infirmiers, c'est pareil. Les aides-soignants, c'est pareil. Donc nous, on essaye en équipe mobile de faire des formations. Justement, là, je vais faire une formation sur le deuil dans un IFSI. Mes collègues, je crois, la semaine prochaine aussi, vont faire une formation en IFSI sur l'accompagnement de la fin de vie. Enfin, il y a énormément de choses à penser. Et puis aussi parler en équipe de ce qui est difficile pour nous, parler de la fin de vie, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc on s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à penser. Et donc on a voulu penser ce livre comme beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples concrets, des histoires partagées, etc. Quelque chose de très pratique, en fait. Ouais, très pratique pour que ça puisse en plus se glisser dans la blouse de l'hôpital et puis de rassurer les professionnels en disant mais c'est normal que ce soit difficile. Parce que c'est pas parce qu'on est un professionnel qu'on est blindé et que le jour où on est blindé, c'est qu'on va pas très bien. Et justement, qu'est-ce qui peut aider? Alors, tu l'as dit, hein, les groupes de parole, les échanges, une équipe soudée, en tout cas une équipe. Oui. Et qu'est-ce qui peut aider d'autres? Par exemple, la toilette mortuaire, est-ce que ça fait partie des rituels qui peuvent aider un soignant à mieux accepter le départ d'un patient ou d'un résident? Alors, je ne sais pas si c'est mieux accepté, mais en tout cas, c'est peut-être une façon de clôturer quelque chose et de dire au revoir aussi aux patients. C'est le dernier soin, finalement, la toilette mortuaire. Alors, c'est pas rien. Voilà, c'est un moment très particulier, mais ça me semble être le dernier. Alors,
Le dernier, je sais qu'il y a aussi quand le patient sort du service, nous on avait beaucoup réfléchi, est-ce que on met une couverture sur le brancard, est-ce qu'on ferme les portes des autres chambres, enfin voilà, comment on pense ça, et parce qu'une fois que le patient le défunt quitte le service, Et il voilà. va où, dans une chambre mortuaire, ou il part avec les pompes funèbres? Alors Ça nous, dans dépend notre hôpital, oui, ça dépend. Nous, on Ouais. a un espace mortuaire, dans notre hôpital. Donc, Et d'un point de vue pratique, une famille, elle peut rester combien de temps avec son défunt dans la chambre? Parce que je trouve que c'est important, que ça soit pas trop express. Mm, mm. Et c'est quoi les règles, en fait? Ça dépend des services, ça dépend de... Alors, oui, je dirais ça dépend des services. Je crois qu'il y a, alors je veux vraiment pas dire de bêtises, mais une douzaine d'heures où c'est possible de garder le défunt en chambre, sauf s'il fait une chaleur excessive ou autre. Je sais qu'à l'unité de soins palliatifs, on pouvait garder les défunts. Voilà, par exemple, si le décès survenait le soir, jusqu'au lendemain. Enfin, en tout cas, le temps que la famille qui souhaitait venir puisse se venir recueillir dans la chambre. Exactement. Donc, il y avait vraiment une attention particulière qui est portée à la présentation du défunt. On range les affaires, on démédicalise, c'est-à-dire on enlève les perfusions, voilà. On met des petites bougies électriques, on met des plantes, on installe des sièges autour du lit du défunt pour que ceux qui ont besoin de venir prendre un temps, se recueillir, puissent le faire. Après, en unité de soins palliatifs, on a la chance de pouvoir prendre ce temps-là. Je pense à des services de médecine plus aigus où là, c'est pas toujours possible. Il faut libérer la chambre. Exactement. Ouais. Ok. Et comment on pourrait modifier le regard sur les soins palliatifs? Parce qu'on a vraiment l'impression, ça fait peur, c'est comme le mot mort, quoi. C'est jamais bon quand on prononce ce nom-là. Oui. Et pourtant, on peut être en soins palliatifs, suivi par les soins palliatifs pendant des mois, des années. Comment vous pouvez travailler sur cette image-là qu'on a sur les soins palliatifs? Je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire. Oui, ça fait peur, évidemment. Moi, je vois au domicile, quand on rencontre des patients... questionne. Il y a certaines équipes qui nous disent attention, le mot soins palliatifs n'a pas été prononcé. Et sur notre flyer, il y a écrit équipe mobile de soins palliatifs. Donc, on a eu un exemple la semaine dernière où fallait bien qu'on en dise quelque chose parce qu'on pouvait pas laisser un flyer avec notre numéro de téléphone. Et en fait, à partir du moment où on explique les choses, en disant voilà, nous, on est là pour la qualité de vie. Donc, vous avez votre accompagnement médical oncologique et puis habituel. Et puis, nous, on vient pour tout ce qui est symptômes. On vient pour vous permettre d'avoir le moins mal possible, d'être confortable à la maison, d'avoir ce dont vous avez besoin. À partir du moment où on explique les choses, les patients le reçoivent d'une façon tout à fait positive. Et je me souviens d'une autre patiente avec qui on avait expliqué ce que c'était que les soins palliatifs. Elle m'a dit vous me rassurez, vraiment, vraiment j'étais inquiète à l'idée que vous veniez chez moi, mais maintenant que vous m'expliquez ce que sont vraiment les soins palliatifs, je suis vraiment rassurée. Et là on se dit waouh, bon, comme quoi. Est-ce qu'il y aurait le projet de changer de nom éventuellement, soins d'accompagnement par exemple, comme ça a été un moment? Moi, je pense qu'il faut utiliser les bons mots. C'est pareil, quand on dit tel patient est parti, au lieu de dire il est mort, je trouve qu'on n'aide pas. Et à chaque fois, je pense à ces enfants à qui on dit papa, grand-mère est parti. Oui, quand est-ce qu'il va revenir? Et je me souviens d'une situation, on a un petit garçon qui avait perdu son papa. Et il avait le petit, en fait, il s'était penché par la fenêtre en disant je veux rejoindre papa, puisque papa, il est dans le ciel. Donc, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, et à partir du moment où on utilise le bon mot, et on l'amène d'une façon bienveillante et avec douceur, c'est pas ça qui fait mal, en fait. C'est plus les non-dits qui font des dégâts. Peut-être pour finir, hormis ton livre, donc, qui est une précieuse ressource pour tous les soignants, est-ce que tu aurais une ressource à partager pour se sentir mieux dans l'accompagnement de la fin de vie ou du deuil? Je pense qu'il y a la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a un site avec plein de documents. Il y a les webinaires. Il y a une façon de se former qui est vraiment extrêmement riche. Et puis aller à des journées aussi. Il y a quand même, en tout cas en région parisienne, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Donc se former, s'informer et puis partager. Rencontrer des professionnels, je crois que c'est précieux de ne pas rester seul dans ces moments-là.
Merci beaucoup, Lucille. Merci pour ce Sarah. moment passé avec moi.